pense qu'il faut bien aligner les besoins professionnels avec les compétences personnelles, parce que si vous avez envie d'aller vers quelque chose et que ça correspond à 100% et que vous êtes doué pour le faire et qu'en plus il y a un marché, en fait il y a un alignement qui fait que vous progressez plus vite que si vous luttez en permanence sur un marché que vous connaissez mal ou vous n'avez pas plaisir à faire votre job au quotidien. Moi, je pense que la clé, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir à ses équipes. Et finalement, ça génère une croissance naturelle. On est passé de l'ombre à la lumière, simplement en disant ce qu'on faisait et en le disant de manière assez claire et en répétition, c'est-à-dire c'est quoi nos facteurs de différenciation. On les a vraiment affirmés dans la durée et c'est rentré dans les têtes et pour longtemps. C'est là où je trouve que la force, en tout cas de connaître son client, c'est de pouvoir bien faire passer son message, qu'il le reçoit bien et qu'il se dit putain lui il me ressemble, il comprend qui je suis et il peut m'apporter de la valeur. Et c'est très très dur à faire en tant que généraliste. Comme ça, intuitivement, évidemment que le client au premier recul, il va revenir vers toi. Mais si rapidement tu lui montres le chemin en lui traçant un peu sa demande et faire en sorte que éventuellement tu prépares ton collaborateur en lui donnant aussi les clés de la réponse. Je vais transmettre ma valeur et je vais le valoriser lui en lui donnant les clés pour répondre correctement au client. Et grâce à ça, après, le lien il se fait. Il y a un point qui est lié au nombre de points de contact. Plus on a de points de contact avec une personne, plus le lien humain se fait. Et en fait, le collaborateur rapidement, il va pouvoir trouver la clé pour construire ce lien. Et puis, en fait, nous, on va être en réassurance. Si on n'a pas un modèle où on va créer suffisamment de valeur pour dégager de la rentabilité, on risque de pas être sur un cabinet durable. Et je lui dis mais t'as fait comment pour avoir autant d'avis? Il m'a dit j'ai demandé à mes clients. Tout simplement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Jonathan n'est pas là, malheureusement, encore une fois. Par contre, j'ai un super invité. C'est Frédéric du label Copilote. Ravi de t'avoir. Bonjour Kevin. Comment tu vas? Ça va super. Alors, pour raconter un peu comment ça s'est passé, simplement, Fred, il m'a dit j'ai une maison à Cannes, je vais à Cannes pour les vacances, est-ce que je peux passer? Voilà, ça s'est fait comme ça, donc très très content de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu, d'avoir pris sur tes vacances. Et bravo pour ta réactivité, parce que c'était un petit peu short. Je suis très content de t'avoir, franchement c'est cool. Je t'explique le concept, on va parler business. L'objectif c'est de parler pendant 1 heure un peu d'entrepreneuriat, des cabinets que tu as montés, du groupement que tu as monté aussi, ça va être hyper intéressant. On va parler de stratégie, donc on va parler de tout ça. Si tu as des questions aussi à l'inverse pour créer vraiment quelque chose de conversationnel, n'hésite pas. Vous également, qui vous nous regardez, si vous avez des questions pour Fred, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo si vous appréciez. Vous pouvez la partager à d'autres experts comptables aussi. Ça nous aide beaucoup le partage. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Le plus on a d'abonnés et plus on peut faire de choses. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas de partenariat. D'ailleurs, si quelqu'un qui veut faire un partenariat avec nous, n'hésitez pas. Et voilà, on est prêt. C'est parti. C'est parti. J'aimerais savoir déjà si tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas. Alors je pense que la plupart te connaissent quand même, encore plus avec les lunettes rouges que tu apportes à chaque fois on te voit avec, donc c'est très reconnaissable. Si tu peux te présenter, de voir un peu comment tu as commencé, où est-ce que tu en es aujourd'hui, comme ça on connaît un peu ton parcours. Je vais te poser aussi des questions là-dessus, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Avec plaisir. C'est vrai que ça fait un petit moment que je tourne sur le circuit, donc peut-être je suis un petit peu connu, mais je suis expert comptable, donc en Normandie, pas très loin du Mont-Saint-Michel. J'ai d'abord repris un cabinet d'une 5 personnes, et puis il s'est développé. On a une 50aine de personnes aujourd'hui sur 5 sites. Incroyable. On est en tout 5 associés. Donc aujourd'hui, j'ai aussi le plaisir d'animer une alliance de cabinets d'expertise comptable qui s'appelle le label Copilote, qui fédère des cabinets indépendants, et aussi avec Cyril de Grillard, qui est un confrère et ami, on anime Audelab, aussi pour les plus petits cabs. Donc finalement, on s'adresse à la fois aux cabinets de 0 à 150 collaborateurs environ, et on les accompagne, parce que pour les indépendants, rester seul, c'est dangereux aujourd'hui, je pense. Ouais, ça, on va pouvoir en parler. Juste pour revenir, quand t'as racheté un cabinet, t'es pas parti ex nihilo. C'est ça. Pourquoi tu avais fait ce choix? C'était alors déjà, moi j'ai l'impression qu'à l'époque ça se faisait beaucoup de racheter et pas trop de créer ex nihilo. Mais comment ça s'est fait à l'époque, quand tu te remets un peu comment ça s'est passé? Je me souviens encore, j'étais à Caen dans un cabinet où j'avais potentiellement une association qui pourrait y arriver. Et puis en fait, il y a eu un désaccord qui s'est formé entre les associés, et rapidement j'ai compris qu'à court terme ça allait pas être facile, puis pas un contexte agréable pour s'associer. Donc j'ai visé tout simplement la région natale de mon épouse, qui est pas très loin dans la Manche. Elle est native de Coutances. Et en fait, je suis allé m'installer à Granville. Et puis le deal là-bas, c'était de gérer un cabinet pendant à peu près 2 ans.
et ensuite de pouvoir le racheter. Donc c'était un deal calé dès le départ, puisque c'était un départ à la retraite à venir, et j'ai trouvé que c'était une excellente opportunité. Alors c'est vrai qu'au point de départ, il y a un côté rassurant, je pense, dans la reprise. Il y a un côté, une légère prise de risque, forcément, puisqu'il y a un investissement, mais avec le recul, ça a été un accélérateur pour moi, par rapport à l'époque où je l'ai fait. Peut-être que ça serait différent aujourd'hui si je refaisais tout. Ah, alors, prochaine question, du coup, aujourd'hui, si tu veux recommencer, est-ce que tu referais pareil, ou est-ce que tu commencerais avec Snilo? Alors, est-ce que tu penses que le marché, il s'est transformé, il a évolué, donc est-ce que tu referais la même chose? Alors peut-être, je le disais justement un peu différemment aujourd'hui, parce qu'il me semble qu'à l'époque, d'avoir un socle, finalement les cabinets, les offres s'équivalaient un petit peu, et donc de reprendre un cabinet, c'était un petit peu un accélérateur pour peut-être atteindre déjà un revenu de retour qui soit stable assez rapidement, alors qu'en création, la réputation, et on l'a encore aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément facile de se faire un revenu dès le début, donc pendant 1 an, 2 ans, ça peut peut-être être un petit peu plus galère. Donc aujourd'hui, je le ferai peut-être un peu différemment, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a la place pour créer des cabinets avec un axe de différenciation très précis. Et à l'époque, moi, j'ai créé à partir d'un cabinet généraliste un cabinet un petit peu avec un axe de différenciation, parce que ça a été... j'ai dès le début voulu faire progresser mon cabinet. Et pour le faire progresser, il fallait sortir du lot. Et en face de moi, j'avais un géant, donc, qui a été repris par un big. Et en fait, dans un cabinet, dans une ville de 15 000 habitants, j'avais un cabinet qui correspondait à... Il avait 80 collabs. Ah oui, donc t'imagines, c'est un truc, les réseaux étaient saturés, impossible d'exister. Et puis dès que je faisais un pas de travers, on me rappelait qu'il fallait que je rentre dans le rang, parce que en fait concrètement, le marché était occupé. Et en fait, c'est ce qui m'a poussé à innover pour me différencier. Et aujourd'hui, si je le refaisais en partant de zéro, je partirais peut-être d'entrer sur cette différenciation. Ou alors une petite structure, c'est-à-dire 5 personnes, ça me paraît bien. Racheter une grosse structure, c'est pas quelque chose qui me... Alors, on n'a pas forcément les moyens, mais c'est pas quelque chose qui m'anime. D'ailleurs, j'ai jamais fait de croissance externe, j'ai plutôt privilégié la croissance interne. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est la culture d'entreprise. Et quand on a une différenciation à placer, c'est plus facile de partir de zéro et de tout créer et de finalement attirer les collaborateurs qui correspondent à 100% au projet que d'avoir un cabinet un petit peu plus lourd dans lequel il va falloir acculturer les équipes. Ça va prendre beaucoup de temps. En tout cas, c'est un effort que je referai pas. Ok, je comprends. Alors, ça s'est super bien passé, puisque sur les 5 qu'il y avait à l'époque, ils sont encore 4 aujourd'hui. Donc, ça fait 20 ans. Donc, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il y ait un peu plus de 20 ans même. On peut pas dire qu'il y ait de déception par rapport à ça, parce qu'ils ont vraiment bien adhéré. Mais je me serais pas vu reprendre une structure plus importante et acculturer tout ce cabinet à mon nouveau positionnement. Ok, je comprends. Alors, j'ai une question, là, ça peut intéresser ceux qui se lancent, en tout cas. Tu es passé de 5 collaborateurs à 50, donc tu as fait x10. Tu expliques que sur ton marché, tu avais déjà un gros qui prenait toute la place. Donc, c'était compliqué d'aller se battre contre lui. Tu dis que tu t'es différencié sur l'innovation. Est-ce que tu peux donner des clés ou, toi, selon toi, les 3 points qui ont fait que tu as réussi à faire ce x10-là et que quelqu'un qui commence, il peut le reproduire, en fait? J'utilise souvent le concept de l'ikigai orienté pro, c'est-à-dire que c'est un concept plutôt de développement personnel pour essayer de se placer dans une forme de business et une forme d'accompagnement qui vous correspondent à 100%. Je pense qu'il faut bien aligner les besoins professionnels avec les compétences personnelles, parce que si vous avez envie d'aller vers quelque chose et que ça correspond à 100% et que vous êtes doué pour le faire, et qu'en plus il y a un marché, donc on retrouve un peu toutes les composantes de l'ikigai, mais en fait il y a un alignement qui fait que vous progressez plus vite que si vous luttez en permanence sur un marché que vous connaissez mal ou vous n'avez pas plaisir à faire votre job au quotidien. Moi je pense que la clé, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir à ses équipes, et finalement ça génère une croissance naturelle. Ok. Donc travailler son ikigai et essayer d'aligner qui on est avec ce qu'on fait, perso, avec ses compétences, son savoir-faire et le cap qu'on a envie d'atteindre. Ok, bon ça t'as raison, franchement je trouve que c'est travailler sur soi en tout cas c'est très utile, notamment dans l'entrepreneuriat, parce que c'est pas facile l'entrepreneuriat, donc si on arrive à bosser sur soi, forcément le business va mieux. Est-ce que tu as aussi des strates que tu as utilisées pour développer ton cab, pour aller chercher des clients, notamment quand tu as des concurrents en face
Ouais, quand tu te remets dans la peau de toi il y a 15 ans, c'est ça. Tu faisais comment? Bah, je pense que si on l'illustre, ce que je viens de décrire, en prenant le cas pratique de ce que j'étais à l'époque, j'avais une capacité informatique qui était un petit peu au-dessus de la moyenne. Okay. Et en fait, j'ai exploité ça, parce que je me suis rendu compte rapidement que mon concurrent, il n'avait pas cette maturité en termes de culture informatique. Donc très tôt, quand il y a eu un virage, et là je pense que ça peut faire écho avec les virages qui sont en cours actuellement dans la profession, type facture électronique, IA, bah, on prend le virage et on le prend à la corde, et le concurrent il a du mal à s'adapter puisqu'on est une structure plus agile. Donc moi j'ai différencié mon offre de service en créant très rapidement des espaces clients en ligne pour mes clients. Et puis comme j'étais seul expert comptable, en plus mon épouse qui est également expert comptable m'a rejoint très vite, puisque au bout de quelques mois elle travaille dans le même cabinet que moi, on s'est rejoint pour aller plus vite. Donc on était 2 experts comptables pour 5 collaborateurs. Ah oui. Alors, il suffit de faire le constat. C'est quoi les atouts de cette situation? Bah, c'est la proximité, la disponibilité, le conseil. Évidemment, on a une capacité à conseiller qui est nettement supérieure à la moyenne. Ça, plus les technologies, bah, on en a fait un facteur de différenciation qui a permis d'être le socle de la progression. Maintenant, pourquoi on a réussi à le faire? C'est grâce à la communication. Parce que le savoir-faire, c'est une chose, le faire savoir, c'est autre chose. Il faut que les deux se complètent. Et quand vous avez un facteur de différenciation, bah, si vous le communiquez clairement vers l'extérieur, bah, finalement, les gens vous rejoignent assez facilement. Je me souviens encore, c'était dans le centre-ville. On avait des locaux qui étaient on était à la limite en termes de capacité de collaborateurs. Donc, j'avais un projet de déménagement et je me suis dit, tiens, on est en plein centre-ville, c'est le moment de marquer le coup et de faire une campagne de com. Et c'était juste au moment où ça s'est ouvert au niveau de la communication chez les experts comptables. On a fait une com très visible. Et tout d'un coup, en fait, on avait les gens qui s'arrêtaient, qui disaient « Ah, mais vous êtes expert comptable ?» En fait, on ne le savait pas. On passait devant chez vous tous les jours, mais on ne savait pas ce que vous faisiez, en fait. Donc, ils nous sollicitaient parfois pour avoir le stage pour le petit de la famille qui était en recherche, mais d'autres fois aussi, tout simplement, pour nous dire « Bah oui, tiens, je connais quelqu'un qui serait intéressé par vos services. » Donc, en fait, on est passé de l'ombre à la lumière, simplement en disant ce qu'on faisait, et en le disant de manière assez claire et en répétition, c'est-à-dire, c'est quoi nos facteurs de différenciation? On les a vraiment affirmés dans la durée, et c'est rentré dans les têtes et pour longtemps. Ok, franchement, se différencier grâce à l'outil ou aux outils que tu mets en place, à la technologie, à l'innovation, je trouve que c'est hyper intéressant. La proximité, le conseil aussi. Hein. Et un truc que tu dis bêtement, mais je trouve que c'est tellement vrai, c'est simplement pour se faire connaître, il faut communiquer. Bah oui, dès que tu commences à communiquer, à dire ce que tu fais, bah les gens, bah, ils disent ok, si ça m'intéresse, bah, ils viennent vers toi, si ça m'intéresse pas, bah, ils viennent pas, mais au moins, t'as fait le pas de dire ce que tu faisais. C'est ce qu'on est en train de faire en plus. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est que j'ai demandé à Arnaud Doyon de Time, sur l'expertcomptable.com, il y a je sais pas combien de milliers d'avis sur Google, et je lui dis, mais t'as fait comment pour avoir autant d'avis? Et il m'a dit, bah, j'ai demandé à mes clients. Tout simplement. Et du coup, bah, maintenant, on le fait pareil, tu vois. Simplement, on demande à nos clients de nous mettre un avis. Effectivement, si tu ne demandes pas, ils ne t'embêtent pas. Mais si tu leur demandes, voilà, une fois sur 2, même plus, ils le font avec grand plaisir, quoi. J'espère que vous nous laisserez votre avis en commentaire sur le podcast, d'ailleurs. Exactement. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit avis, ça me fera plaisir. Mais exactement, en fait, des fois, il faut simplement reprendre les basiques. Et les basiques, c'est se différencier. Toi, tu l'as fait grâce à la technologie. Et après, simplement communiquer sur ta différenciation. Et il y a beaucoup d'experts comptables simplement ne communiquent pas. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils n'arrivent pas trop à se développer, quoi. Est-ce que tu vois une évolution entre... Et tu l'as dit, donc je pense connaître la réponse, mais tu as parlé de la technologie d'aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses que le marché il s'est quand même transformé entre le marché d'il y a 20 ans et le marché d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est très similaire ou est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui est différent? Je trouve que ça a énormément évolué. Bon, la posture des experts comptables a aussi beaucoup changé. Parce qu'à l'époque, en fait, la taille des plaques, elle était réglementaire. Donc, moi, j'ai connu quand même une époque que personne ne se souvient aujourd'hui, peut-être. Enfin, certains aînés. Mais c'était difficile, du coup. On était un peu pointé du doigt quand on avait une démarche parce que ça correspondait pas à l'état d'esprit. Aujourd'hui, on est dans un environnement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus entrepreneurial. Maintenant, il manque plus que la volonté d'oser, en fait. Et je me souviens encore, ce qui a provoqué un petit peu la différence, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris le risque de confier tous mes clients à des collaborateurs ou à un associé qui est venu un peu après. C'est-à-dire de carrément dire, je faisais de l'audit,
Donc je m'occupais de toutes les missions d'audit et je gérais toutes les PME. Donc on pourrait se dire, en fait, finalement, il a toutes les clés un peu, on va dire, des clients clés. Il a toutes les portes des clients clés. C'est risqué de déstabiliser déléguer, ça. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment permis de passer au seuil entrepreneuriat, parce qu'au début, j'étais entrepreneur, mais sans être vraiment entrepreneur. Après, grâce à la communication, j'ai compris qu'il y avait des leviers. D'abord le marketing, parce que faut pas confondre marketing et com. Donc marketing, c'est différenciation, ensuite communication. Et grâce à ça, ça m'a commencé à me booster un peu. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je me libère du temps. Et ce que j'avais fait un peu la nuit, le soir, dans mon lit, entre guillemets, à faire les slogans, les images, les logos, etc. Il fallait que je le délègue, qu'il fallait que je le confie à des pros. Et qu'il fallait... Alors, j'ai recruté. Et puis ensuite, au fur et à mesure, je me suis dit que ce qu'il fallait, c'est que j'arrive à confier toutes mes missions, y compris mes missions qui me paraissaient les plus précieuses, pour pouvoir prendre du recul sur moi. Je me souviens d'ailleurs à l'époque, il y a un consoeur et une confrère d'Agen qui sont venus, ils ont pris l'avion pour venir me voir, parce qu'ils ont dit je veux étudier la bête curieuse, parce qu'en fait c'est un peu bizarre, mais comment est-ce que tu as fait pour te libérer? Parce que c'était aussi une clé pour eux, ils avaient identifié ce levier et ils voulaient comprendre comment je m'y étais pris. En fait, j'ai simplement décidé du jour au lendemain de confier tout d'un coup, en fait. Alors ça peut paraître brutal, mais j'ai informé les clients, j'ai dit voilà, maintenant vous allez être suivi par mon associé, à compter de, voilà, je resterai toujours disponible si vous avez besoin pour m'appeler, etc. Mais rapidement, j'ai fait comprendre que c'est lui qui s'occupait des choses, et à chaque fois que j'avais un appel, je réorientais. Je disais, écoutez, je vais tenir au courant mon associé, il va vous rappeler, etc. Jamais faire la réponse soi-même, pouvoir déléguer, transmettre. Et moi, ça m'a permis de vraiment me positionner en prise de recul et vraiment en tant qu'entrepreneur sur le cabinet. Donc, je me suis mis à travailler sur le cabinet plutôt que dans mon cabinet. Ce côté-là de ne pas répondre aux clients, de déléguer, moi j'ai eu la même chose aussi, j'ai souvent dit d'ailleurs en podcast, et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on doit retenir de tous les podcasts à chaque fois. C'est mon frère aussi, j'étais complètement débordé, et il m'a dit ok, tu peux plus répondre aux clients, tu peux faire que transférer les emails. Et j'ai commencé à transférer les emails pour déléguer, et après c'est les collabs qui répondaient. Et ça a aussi changé ma vie en fait. Ça a changé ma vie parce qu'au bout d'un moment, les clients, ils me contactaient plus moi, ils contactaient les collaborateurs. Oui, il y a un transfert de confiance qui s'opère. Alors, il faut réussir à le pousser. Parce que comme ça, intuitivement, évidemment que le client, au premier recul, il va revenir vers toi. Mais si rapidement, tu lui montres le chemin en lui traçant un peu sa demande et faire en sorte que, éventuellement, tu prépares ton collaborateur en lui donnant aussi les clés de la réponse, mais en lui disant, c'est pas moi qui vais la rendre, c'est lui. Ça, faut accepter aussi de ne pas vouloir se dire ouais, je sais tout, etc. Il faut dire non, je vais transmettre ma valeur et je vais le valoriser lui en lui donnant les clés pour répondre correctement au client. Et grâce à ça, après, le lien il se fait. Parce que finalement, il y a un point qui est lié au nombre de points de contact. Plus on a de points de contact avec une personne, plus le lien humain se fait. Et en fait, le collaborateur, rapidement, il va pouvoir trouver la clé pour construire ce lien. Et puis, en fait, nous, on va être en réassurance. Tu as complètement raison, et en plus tu as raison, ça donne de l'autonomie à nos collaborateurs, de la confiance, des responsabilités, ils se sont valorisés, et si on le fait pas, en fait, on enlève toute cette partie-là. Et donc le collaborateur, il va vraiment faire que de la saisie ou de la compta pure. Alors que ce qui est intéressant, c'est la relation humaine avec le client. Et si tu lui enlèves ça, tu ne te libères pas du temps, et deux, tu perds ton collab. Ouais. Je pense que c'est vraiment clé dans les moments d'aujourd'hui. On voit qu'il y a de plus en plus de bouleversements qui touchent notre marché. Bon, la facture électronique, c'en est un, ça va être un levier énorme. À chaque fois qu'il y a une perturbation, une météorite qui arrive sur la planète comptable, par définition, il y a des menaces et des opportunités. Il faut voir le côté opportunité, il faut voir comment, dans ton parcours en tant qu'entrepreneur, tu peux les saisir mieux que les autres. C'est quoi ton levier de différenciation à toi, dans ton parcours, dans ce que tu avais envie de faire? On revient un peu à l'ikigai, mais en fait, pour foncer. Et puis, ça va te permettre de construire un avantage durable et surtout déléguer. Et là, c'est la lecture du livre de Timothy Ferriss, La semaine de 4 heures, ouais. qui m'a beaucoup inspiré. Il y a eu 2 livres qui m'ont inspiré beaucoup, c'est La méthode Google, de Jeff Jarvis. C'était de se mettre à la place de Google en se disant, si Google était dans l'expertise comptable, comment est-ce qu'il s'y prendrait? Et c'est ce qui m'a inspiré la création du label Copilote. Et ensuite, il y a la semaine de 4 heures. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher le contrôle. On est dans une profession où je trouve qu'il y a énormément de contrôle. Il y a beaucoup d'experts qui sont très contrôlants. Tout ça parce qu'on a un niveau de savoir-faire qui est très élevé. Et donc un niveau de connaissance, et la loi, le droit, c'est pointu. Donc en fait, le niveau d'exigence qui pèse sur nous et qu'on fait peser sur nos équipes, il est élevé. Et donc on n'accepte pas l'erreur, ou en tout cas on veut qu'il n'y en ait pas qui sortent, et c'est légitime pour la qualité client. Mais par contre, ça ne doit pas prendre le dessus sur la capacité à déléguer et à pouvoir faire grandir
les autres au niveau technique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut parfois bousculer, comme j'ai pu le faire en décidant de confier, parce que évidemment, c'est contre nature, ça fait peur au début, mais il faut le faire, sinon on se dégage pas ce levier entrepreneurial majeur. Franchement, on est hyper alignés là-dessus. On en a parlé un peu tout à l'heure, j'aimerais bien le faire en on. Donc on a la même philosophie. Et cette philosophie, je pense que tous les experts comptables doivent l'avoir. Il y en a beaucoup qui ont envie de l'avoir, mais qui passent pas à l'action. T'en rencontres plein, je pense, oui, bien sûr, dans le label. Oui. Avec le label, justement, tu dois faire des formations là-dessus, tu dois partager ton expérience, oui. etc. Qu'est-ce qui fait qu'un expert comptable, il n'arrive pas à déléguer et à être sortir en fait du côté technique des dossiers, malgré ces discours que tu peux avoir? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Je pas? pense que parfois, ce qui est difficile, c'est un travail sur soi. Je pense qu'il y a un travail de développement personnel à mener. Parce qu'en fait, comme je le disais, accepter de confier, de déléguer, moi, ça a été un déclic, parce que je me suis dit que mon projet entrepreneurial, il allait être bloqué si je déclenchais pas ce phénomène de délégation qui a été un démultiplicateur pour l'entreprise. Et sans cela, je ne serais pas passé de 5 à 50 collaborateurs, c'est impossible. Donc aujourd'hui, accepter de partager, et je pense que la meilleure clé pour le faire, en tout cas c'est aussi une des raisons, c'est pourquoi j'ai initié le label Copilote, c'était de se dire, ce que j'ai réussi à faire, c'est à la portée de tous les experts qui veulent s'en donner la possibilité, et on va essayer de faciliter les choses. Et je pense que la meilleure des choses, c'est de bien s'entourer. Parce que quand on va déjà bien s'entourer, et qu'on va s'entourer de personnes qui sont dans la même approche, forcément, on va être tenté de le faire. Alors que si on est dans un groupe où finalement tout le monde a la même position que celle qu'on adopte, on reste un petit peu dans la foule. Donc l'idée, c'est de mettre en avant au sein du label, et c'est aussi ce qu'on fait, les réussites des membres. On a par exemple ce qu'on appelle le partage de bonnes pratiques, et on va pointer du doigt une réussite d'un confrère ou d'une consoeur et lui proposer de la partager. Parce qu'en fait, ça va être une énergie qui va être transmise aux personnes du groupe, en se disant, oui, pourquoi pas, lui, il l'a fait, pourquoi pas moi, en fait. Et je pense que ça va être une des clés. Et quand on est un petit peu isolé, comme on en rencontre aussi parfois au congrès, quand on voit que la place mise à l'action, elle est difficile, parce que, évidemment, le quotidien nous retombe dessus en permanence, parce que l'environnement, il bouge énormément, législatif notamment. Ça occupe 90-95% de notre temps, et le reste du temps, on est trop épuisé pour agir. Donc si on n'est pas bien entouré par des personnes qui montrent que c'est possible, je pense que ça va être plus difficile. Et les réussites qu'on a obtenues, je pense, au sein du groupement, comme ça peut être le cas dans n'importe quelle communauté ou groupe, c'est grâce à l'énergie qui peut être transmise, l'énergie qui fait rêver, l'énergie qui donne envie aux experts et aux confrères et consoeurs de passer à l'action. Bon, j'espère qu'avec ce discours-là, ça vous donnera envie de vous mettre en action pour déléguer, parce que c'est la clé pour se développer, pour s'enrichir aussi personnellement, parce que vous allez voir aussi d'autres choses, parce que quand vous ne serez pas dans la production, vous allez pouvoir faire d'autres choses, qui est d'ailleurs l'entrepreneuriat, parce que quand on est dans la production, on ne fait pas d'entrepreneuriat. Donc après, vous allez pouvoir faire du marketing, de la vente, de la communication, vous allez pouvoir faire du vrai management. De l'innovation. De la stratégie. Toute la passion qu'on partage aujourd'hui. Complètement. Ce qui est... Là aussi, moi, on m'a souvent posé la question, j'aimerais te poser la question, souvent on me demande pourquoi j'ai créé SK avec Jonathan, en me disant c'était un cabinet, pourquoi tu t'emmerdes à créer SK ou même à former tes concurrents. Et toi, c'est la même chose du coup avec le label Copilote. Est-ce que tu peux m'expliquer aussi comment c'est venu le fait de vouloir, alors j'ai compris que tu voulais transmettre, tu voulais dire ok, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que tu as envie de former des concurrents, des confrères, ou et le temps que tu consacres à ça, pourquoi tu ne le consacres pas à ton cabinet? Parce que j'ai ces questions-là, donc j'ai envie d'avoir... C'est normal, c'est des questions qu'on se pose forcément à un moment donné. En fait, je me suis trouvé guidé, et il y a eu là aussi un élément déclencheur, c'est qu'il y a un confrère qui est venu me voir, et qui m'a dit, c'est un ami, Franck Villalard, il m'a dit, en fait, on se connaît depuis qu'on a repris nos cabinets, on a repris nos cabinets en même temps, et lui, il se trouve qu'avec son épouse, ils avaient repris un cabinet de double de taille du nôtre. Donc c'était un peu un challenge pour moi d'essayer de le rattraper, entre guillemets, en taille. Et on faisait des benchmarks tous les 6 mois. On allait de chez l'un, chez l'autre, et on essayait de voir qu'est-ce qui faisait que dans les leviers que l'un ou l'autre actionnait, on avait des performances ou pas. Et donc ça, au bout d'un moment, quand on a entrepris les démarches de communication et de positionnement, rapidement on s'est mis à accélérer. Et on commençait à avoir une trajectoire qui montrait qu'on se rapprochait d'eux. Donc il s'est dit, je pense, il y a un truc à aller chercher là-dedans.
Et en fait, il m'a dit, est-ce que tu accepterais de partager un peu ce que tu as construit et de nous aider? Alors je me suis dit, peut-être ça va me tirer une balle dans le pied parce que je vais le rattraper moins vite, mais comme c'était un ami, je l'ai fait avec grand plaisir. Et puis en fait, je me suis dit, attention, tu vas faire du consulting. Et là, je me suis souvenu du livre La méthode Google, c'est que faire du consulting, la limitation, c'est le temps qu'on a. Comme on a dans notre métier aujourd'hui, c'est notre temps qui limite notre action. Donc il fallait que je crée un mouvement plus ample qui avait comme possibilité de pouvoir aider plus de personnes dans ce schéma, sans pour autant être saturé sur mon temps. Donc en fait, l'idée de créer un réseau sous la forme du label en l'occurrence, ça a été vraiment de pouvoir partager largement avec des confrères inspirants, mais il y avait aussi une petite attente personnelle au début, c'était de se dire, j'avais la conviction qu'en donnant, parce qu'au début j'ai partagé mon service marketing, qui était une capacité que j'avais sur le moment, que peu de confrères avaient, enfin il n'y en avait pas beaucoup, et puis il y avait des agences marketing, mais ils ne comprenaient pas bien le métier d'expert comptable, donc on avait un positionnement qui était intéressant, et attirant pour certains confrères, alors vraiment qui étaient vraiment dans la proaction. Et en fait, j'ai rapidement compris que moi, ce que j'allais offrir, entre guillemets, c'était rémunéré bien sûr, mais c'était quand même l'offrir à d'autres, des concurrents, tu l'as dit tout à l'heure, ça allait être un retour à un moment. Et en fait, aujourd'hui, le label, quelques années après, m'a apporté son retour, parce que moi, j'étais performant en marketing, mais par contre, sur la dimension RH, etc., j'avais du travail à faire. Et assez rapidement, on a attiré des membres qui étaient beaucoup plus avancés que nous sur ces domaines-là. Il y avait aussi la production, la rationalisation de la production, rechercher la productivité, les méthodes, les process, etc. Tout ça, on n'était pas trop calés. En fait, il y a eu ces retours. C'est quand tu donnes, tu reçois. Bon, j'ai appris ça aussi dans un réseau de business. Et en fait, ce retour, je l'ai eu assez rapidement. Donc finalement, j'ai eu cette intuition de se dire qu'en donnant, j'allais pouvoir recevoir, et ça a été ce qui s'est passé réellement dans la vie. Trop bien. Non, je te comprends tout à fait. Bon, c'est pareil. Quand on me dit ça, on me dit ouais, tu formes des concurrents, c'est complètement stupide. Et je dis non, mais c'est surtout du partage, c'est rencontrer des personnes, c'est... Et même au bout d'un moment, tu arrives à un niveau où tu te dis bon, est-ce que j'ai envie d'aller encore plus loin? Bon, et pourquoi pas, mais je suis content aussi de faire d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes, d'être sur un autre game. Et donc le game d'un groupement ou de la formation, c'est aussi intéressant. Et donc quand tu es entrepreneur, tu as envie de faire des choses. Et donc si c'est de partager sa connaissance et de recevoir du partage d'autres expériences des personnes que tu accompagnes, pourquoi pas. J'ai envie de réagir par rapport à ça parce qu'on a aussi une stratégie qui est particulière et qui est parfois pas très bien comprise au niveau du label copilote, c'est qu'on accepte les personnes qui viennent de n'importe quel groupement. C'est un peu une particularité, c'est qu'il y a des groupements qui mettent dans leurs conditions générales en fait, qui veulent pas que leurs membres aillent ailleurs. Okay. Nous en fait on est parti sur l'ouverture. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible pour des personnes de venir d'un autre groupement et c'est possible pour nos membres d'aller acheter ou partager des services avec d'autres groupements. Je pense que l'entrepreneur qui est expert comptable à la tête de son cabinet, c'est lui qui doit décider s'il a envie d'aller voir un autre groupement ou pas. Et on a des exemples de cabinets qui sont dans d'autres groupements en simultané et qui trouvent leur compte des deux côtés. Et je trouve que c'est une bonne vision. De la même façon que ça serait chouette qu'on ait plus aussi de membres qui découvrent vos formations, parce que je pense que c'est des apports qui sont complémentaires. Et en fait, je pense pas qu'il faille tirer la couverture vers soi. Aujourd'hui, on est dans le monde d'ouverture. Et il faut laisser profiter les gens, voire même favoriser ces synergies. Je suis totalement aligné avec ça. Effectivement, il y a beaucoup de partage, beaucoup de synergies à trouver, donc complètement. Tu as parlé de communication tout à l'heure, et j'ai envie de revenir là-dessus. Tu communiques énormément, notamment grâce à ton personal branding, pour développer donc, le label Copilote. Je voulais savoir si déjà, tu l'avais déjà fait avec ton cabinet avant le label. Et après, pourquoi tu as utilisé cette stratégie-là du personal branding? Je trouve ça génial parce que j'utilise aussi, donc je comprends l'intérêt. Est-ce que tu avais testé d'autres stratégies avant que le personal branding? Voilà, j'aimerais échanger avec toi là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant. Avec plaisir. Alors, il y a plusieurs questions. La première question, c'est de savoir si j'avais déjà utilisé le personal branding pour le développement de mon cabinet. Oui, je l'ai fait, mais en termes de... pas sur les réseaux. Okay. Parce qu'à l'époque, l'action sur les réseaux, elle n'était pas... Mais par contre, je me suis rapidement, énormément intégré dans les réseaux physiques. D'affaires de la ville, parce que ça, je pense que ça a été une clé également pour pouvoir mieux assimiler l'environnement économique, mieux être connecté avec tous les partenaires potentiels, prescripteurs. Donc ça a été un levier
de progression important. Maintenant, après, dans un deuxième temps, sur le label Copilote, on a affirmé également la logique de marque, un peu comme on l'a fait pour le cabinet. Parce que le cabinet Copilote, il y avait aussi une volonté de positionner le projet dès le début, en 2005-2006, quand on a changé la marque, c'était de positionner le projet dans la durée. Et la création de cette marque, c'était aussi une façon de sortir du nom cabinet Tillard et Associés, voilà, en se disant que voilà, il y a une vie après Tillard, hein, donc c'est Copilote. Et quand on est en phase de transmission, comme on est en train de préparer là déjà aujourd'hui au niveau de mon cabinet, je pense que transmettre aussi une marque et transmettre un attachement qui est à une structure, à une entité morale, je pense que c'est un gros plus en termes de fidélisation. Donc on a à la fois capitalisé, je dirais, sur la marque, et en même temps, j'ai été très présent avec mes associés dans les réseaux locaux d'affaires. Okay. Donc, combiner personal branding et company branding. Au niveau du label, on a d'abord commencé par du company branding, et au début, probablement du fait de ma timidité, j'avais pas forcément une volonté de prise de parole. Et puis, on m'a proposé d'intervenir au congrès de l'ordre des experts comptables devant des salles assez importantes, 100, 200, puis 500, 1000 personnes. Et en fait, ça m'a aussi habitué à cet exercice, même si c'est encore quelque chose aujourd'hui qui me fait peur. Je sais que c'est un levier de motivation de dépasser ma peur pour oser le faire. Et aujourd'hui aussi en studio, c'est un exercice encore tout à fait différent. J'ai eu l'occasion de le faire pour l'ordre à plusieurs reprises. Et c'est un exercice que j'apprécie, qui est toujours stimulant. Et je sais que c'est un levier qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, c'est-à-dire de partager, de créer des connexions. Parce que je sais que j'aurai des demandes de contact de personnes qui vont me solliciter, qui vont dire « Ah ouais, tiens, j'ai été réceptif par rapport à tel élément que tu as témoigné dans la vidéo, est-ce que tu pourrais m'en dire plus ?» Ça, typiquement, c'est au quotidien, même des mémorialistes qui m'appellent pour me demander. Je consacre toujours du temps. Chaque jeune mémorialiste, je lui consacre 1 heure pour construire son projet de mémoire par rapport à ma vision sur son sujet. Évidemment, à partir du moment où c'est un sujet non technique, qui est dans mes cordes. Mais l'idée, c'est d'avoir cet esprit d'ouverture, pas faire de calcul et se dire, voilà, les gens, c'est pour le développement du label. C'est globalement pour animer le sens que j'ai de la vision de la profession et essayer de faire en sorte, si le label correspond, que mon business se développe en même temps. Ok. Avec le label, tu avais utilisé aussi d'autres systèmes d'acquisition clients que le personal branding. Tu avais fait aussi d'autres choses? Ou vous faites d'autres choses? On a tenté un petit peu différents systèmes. Genre des webinaires, des trucs comme ça ou non? Ouais, on a fait des webinaires qui ont d'ailleurs bien fonctionné, qu'on faisait d'ailleurs souvent et qu'on continue à faire avec un rythme peut-être un peu moins soutenu, en partenariat avec des partenaires. Parce qu'on essaie de croiser en fait les communautés clients, ouais, pour un petit peu augmenter. Donc ça a été des bons résultats puisqu'on a été jusqu'à à peu près 200-250 participants sur des webinaires, donc c'était couronné de succès. Après, au niveau de la conversion, ce que j'ai remarqué, c'est que le lien humain se faisait mieux avec le personal branding. Et donc le fait qu'on initie une relation parce qu'il y a un feeling avec une personne, sa vision, son apport, c'est un levier de transformation qui est aujourd'hui supérieur. Oui, je pense aussi qu'on peut faire du webinaire uniquement si on fait du personal branding. Oui. C'est le personal branding qui va remplir le webinaire d'ailleurs. C'est ça. Et après, effectivement, pour avoir un bon taux de conversion, il faut que la personne ait confiance. Et donc, elle a confiance uniquement si elle t'a déjà vu, elle connaît ton contenu, elle sait le ton de ta voix, etc. Donc... Oui, et puis il y a aussi un élément important, c'est la répétition du message. C'est-à-dire qu'il faut aussi, pour générer des processus de conversion client, avoir vu la personne et que la confiance augmente avec le temps. Donc finalement, de pouvoir exprimer sa vision et d'être écouté sur différents médias, c'est toujours un plus parce que ça va entretenir cette répétition qui est nécessaire. Complètement. Moi, à chaque fois, on me dit, à part la niche, t'as rien d'autre à dire. Je te dis, j'ai continué sur la niche parce que faut que le message être focus, t'as raison. Le message est mieux. Ouais, voilà, il faut répéter. Dans la communication, il y a la répétition du message, c'est un élément clé. Exactement. Je l'ai appris dès le début lorsqu'on a lancé la marque Copilote, parce qu'en fait, c'était une marque qui sortait un peu de l'ordinaire à l'époque. Signifiait... il y avait beaucoup de marques avec des lettres en 4 lettres. Et en fait, aujourd'hui, c'est des stratégies de marque qui sont beaucoup moins privilégiées, parce qu'on essaie de trouver des marques qui ont du sens. Et Copilote, je pense que ça a été une des premières marques dans la profession qui a apporté du sens. De toute façon, si tu veux communiquer, tu veux faire du marketing, il faut raconter une histoire, il faut avoir une vision. Et donc, c'est vrai que
Juste mettre 4 lettres qui correspondent aux initiales de tes enfants, ça marche pas. Donc aujourd'hui, effectivement, tu as raison, quand on crée une vraie marque, il faut avoir du sens à ce qu'on fait et il faut avoir un vrai nom, quoi. Ok, j'aimerais qu'on passe à un sujet qui m'intéresse, que tu connais, j'en ai parlé, c'était la niche. La niche, pour moi, c'est un sujet phare dans tous les podcasts où on en parle. J'aimerais avoir ton point de vue. Ça fait 20 ans que tu es dans le game, ça fait 20 ans que tu es expert comptable, tu as ton CAB, tu connais très très bien la profession. Vous avez combien de personnes chez Copilot ? Au niveau du label, on a 55 cabinets de taille entre 10, 15 et 150 collaborateurs, et on a également 27 autres cabinets qui sont de moins de 10 personnes. Ok, donc tu connais 80 cabinets, donc voilà, tu connais le game. J'aimerais avoir ton avis, savoir ce que tu penses de la stratégie de la spécialisation, donc de verticaliser un cabinet. J'ai fait une conférence chez toi lors d'une journée... Très appréciée d'ailleurs. Et donc j'aimerais avoir ton point de vue en live. Donc je sais que c'est quand même très clivant, donc le but c'est pas d'aller là-dessus, mais de comprendre en fait les différentes stratégies que toi tu aurais utilisées. Et si tu penses que la spécialisation ça peut être une stratégie intéressante, voilà, j'aimerais avoir ton point de vue. Quand tu parles de spécialisation, je pense qu'il faut décomposer la spécialisation. Pour moi, c'est la différenciation qui est la base de la spécialisation, et il y a différents moyens de différenciation. Donc j'ai donné un exemple tout à l'heure avec la différenciation que moi j'avais entreprise, qu'on pourrait considérer, c'est une forme de spécialisation mais un peu spécifique. Je pense que toi tu vises plutôt la spécialisation métier. Alors, mais peut-être pas que. Même, tu vois, tu peux te spécialiser sur une technologie, comme tu l'as fait. Je trouve que la spécialisation, effectivement, des fois, le mot, il peut être... on peut utiliser la différenciation, pourquoi pas. Mais justement, c'est simplement l'idée de trouver un élément qui nous différencie des autres experts comptables. Alors forcément, pour te répondre, je l'ai utilisé, donc je peux pas te dire que forcément, je suis ultra convaincu par cette stratégie. D'ailleurs, en marketing, c'est un peu la base de ce qu'on apprend, hein. On dit pour apporter et créer de la valeur, il faut identifier sa niche ou sa spécialisation, sa différenciation. Enfin, on peut utiliser le mot qu'on veut, mais en fait, c'est vrai qu'on va créer plus de valeur en étant spécialiste de quelque chose que si on est généraliste. Alors, à mon sens, après, je respecte tous les modes d'exercice, bien sûr, mais là, on est focus création de valeur. C'est ce qui est un peu la logique marketing. Et personnellement, je trouve qu'il y a, dans un cabinet, 3 indicateurs clés, 3 KPIs qui me semblent importants. Je vais revenir un peu là-dessus parce que ça va expliquer pourquoi la spécialisation peut être un atout. Alors, le premier indicateur, c'est la satisfaction client. Le second, c'est la satisfaction des équipiers. Et le troisième, c'est la rentabilité du cabinet. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, ces 3 indicateurs se complètent. Si on a un manque de rentabilité, à un moment donné, on risque d'avoir un déficit d'investissement. S'il y a un déficit d'investissement, peut-être que la vision client ne va pas pouvoir la faire évoluer à la vitesse du marché. Si on ne peut pas payer comme il faut ses collaborateurs, on va aussi avoir un point de rupture risqué. Donc, si on n'a pas un modèle où on va créer suffisamment de valeur pour dégager de la rentabilité, on risque de ne pas être sur un cabinet durable. Donc, on peut au début éventuellement faire une offre qui peut permettre de réunir une communauté relativement précise avec un prix peut-être en deçà du marché. Et ensuite, il va falloir voir comment on va pouvoir l'élever en valeur, en apportant sans doute des services complémentaires ou en remarketant l'offre de service. Mais je pense qu'à un moment donné, la clé, c'est la création de la valeur qui va être complémentaire de la satisfaction. Si je mesure ces 3 KPIs, et d'ailleurs on le fait au sein du label Copilot avec différentes études tous les ans, ça va être, à mon avis, le cabinet durable, c'est celui qui est capable de combiner ces 3 facteurs dans la durée. Donc aujourd'hui, oui, la rentabilité pour créer plus de valeur, et pour créer plus de valeur, la stratégie de spécialisation, ça me semble un atout fort. Ok, parfait. Tu parlais là justement d'aller chercher la rentabilité, d'apporter de la valeur, peut-être même de trouver d'autres idées que la prod, parce qu'on comprend que la prod, ça va plus nous apporter autant de chiffre d'affaires dans l'avenir. Comment tu fais, toi, avec les cabinets que tu accompagnes, pour justement préparer ça ? Se préparer à se dire, ok, avec la facture électronique, avec l'IA, avec des contos, des indies, des times, des penny lane, ça va bien sûr réduire en tout cas la valeur perçue qu'ont les clients sur l'expert comptable. Et donc, comment se protéger de ça, comment le préparer si tu as des pistes, en tout cas, quelles sont les pistes de réflexion que vous avez ? Oui, j'en ai 2 en tête. La première, c'est d'essayer de rester maître des flux. Donc faire en sorte que aujourd'hui, d'ailleurs, on est en train de se battre actuellement là dans la post-période fiscale, parce que finalement il reste que 5 mois avant la facture électronique, hein, donc ça va aller très vite. Et en fait,
pour moi, là où les experts comptables n'ont pas fait suffisamment d'efforts, ils ont pas mal travaillé sur réfléchir, le choix de BDP, etc. C'est le déploiement des outils logiciels vers leurs clients qui vont être demain les outils de gestion de leurs factures fournisseurs et qui vont permettre d'assurer la maîtrise du flux d'achat. Donc ça, à mon avis, c'est la base et c'est ce sur quoi on est en train de se battre concrètement pour pouvoir garder cette place. Parce que je suis convaincu que garder le nombre de points de contact avec le client et garder la maîtrise des flux, ça va être des éléments clés. Donc la maîtrise des flux, ça va être automatisé. Les points de contact, il faut les recréer. Donc il faut aménager nos offres de services pour créer des points de contact clients qui vont être des points de contact conseils. Donc avec l'expert comptable ou avec des conseillers expérimentés qui vont vraiment avoir cette vision business. Parce que ce qui va un petit peu différencier d'ailleurs les profils aujourd'hui, c'est d'être capable de passer de la vision comptable-finance à la vision business. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui impacte le business ? Il n'y a pas que la finance. La finance, c'est la mesure de la performance de l'entreprise. C'est bien sûr la partie, on va dire, déclaration qui nous occupe beaucoup trop de temps proportionnellement à ce que ça devrait peser dans le game. Mais je trouve que ce qui est important, c'est de construire un outil de mesure de la performance de l'entreprise qui va devenir quasi temps réel et de construire des points de contact qui vont être la clé pour démontrer la valeur que l'expert comptable va pouvoir traduire dans l'accompagnement et dans le copilotage. Je reprends ma marque parce qu'elle est, je pense, assez signifiante. Il faut vraiment accompagner un client comme on est un copilote. Et pour pouvoir le faire, il faut mesurer la performance et être capable de la restituer, mais aussi prendre du recul pour donner des conseils et faire en sorte, même en termes presque comme un coach, de faire réfléchir le client sur son propre business parce que c'est lui qui va voir au final l'action sans doute la plus pertinente à condition de s'être posé. Et pour se poser, il faut ces temps de recul. Et ça, tu le fais comment ? Tu le fais à travers tes collabs ? Est-ce que c'est en libérant du temps à tes collabs ? C'est en les formant ? Est-ce que c'est le rôle de l'expert comptable ? Comment ça peut se traduire d'apporter justement plus de conseils business, une analyse un peu plus globale de l'entreprise, non pas uniquement financière ? Tu le fais comment ça concrètement ? C'est un changement de posture pour le collaborateur. Donc ça passe forcément par du développement personnel. Donc nous, on leur propose des séminaires d'équipe qui peuvent permettre de prendre du recul sur cette posture pour essayer de comprendre que effectivement la déclaration de TVA c'est important, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc je suis un peu provocateur volontairement parce que la déclaration d'impôt c'est pareil, aussi bien perso que pro. Finalement c'est de pouvoir être à l'écoute et d'être proactif par rapport à son client parce qu'il est en train de se passer quelque chose dans la vie de l'entreprise qui mérite d'y passer du temps. Et donc de prendre ce recul, c'est un changement de posture. Et les collaborateurs, on les immerge dans des séminaires pour les aider à prendre conscience de ça. Évidemment, ils ne vont pas tous adhérer. Ça va probablement distinguer des techniciens. Et je pense que dans les profils collaborateurs, il va y avoir, on va dire, des coachs clients qui vont être à l'écoute, accompagnement, qui vont être capables aussi de réagir et d'avoir un regard un peu commercial sur l'activité et une compréhension business. Il va y avoir le technicien pointu parce que forcément, lui, en termes fiscaux, en termes d'optimisation, il va être vraiment clé. Donc, on va avoir des profils de collaborateurs qui vont se compléter et il va y en avoir un qui est plus orienté data. Pour l'analyse qui va probablement alimenter aussi la qualité de la fiabilité des données qu'il va rassembler et les signaux de détection va alimenter le coach client en termes de proactivité. Donc je pense qu'il y a ces trois rôles, il faut communiquer là-dessus et puis il y a un petit peu le coach il va jouer le rôle de CSM, Customer Success, pour guider le client et l'amener vers la réussite. Pour moi c'est un peu cette combinaison de rôles qu'il va falloir faire prendre conscience aux équipes. Mais c'est avant tout leur en parler, partager ça avec eux, voir quel est le rôle qui va les inspirer le plus, et puis ensuite les accompagner et les guider, leur donner des formations qui vont les aider à monter chaque étape pour atteindre leur rôle futur. Est-ce que tu vois des cabinets, tu connais des cabinets, peut-être même d'ailleurs le tien, qui arrivent déjà un peu à ce niveau-là ? Ou est-ce que c'est vraiment dans le futur ? Oui, non, il y en a quelques-uns. Ouais. Des rôles, par exemple, les premiers rôles qu'on a vus, c'est data. On a vu aussi des rôles de welcomer qui sont arrivés assez rapidement dans les cabinets du label. Et puis, Customer Success, ça commence aussi à arriver. Ouais. Il y a aussi des rôles transversaux, conseil numérique, qui sont assez fréquents maintenant, notamment pour la gestion de projet de la facture électronique. Je ne vois pas très bien comment on peut faire ça. Et ça, après, tu le traduis comment en chiffre d'affaires ? C'est simplement, tu vas garder tes honoraires comptables et du coup ça sera inclus dedans. Est-ce que c'est des upsales ? Est-ce que comment tu le traduis sur ton CA ? Alors historiquement dans le positionnement copilote,
là je parle plus de mon cabinet, on va avoir pris la décision il y a de nombreuses années d'intégrer un tableau de bord dans la mission de base, tableau de bord mensuel. Donc ça, je pense que c'était un signe qu'on a apporté à nos clients que la mesure de la performance, c'était vraiment vraiment le centre de notre mission. En fait, de pas rester sur ce bilan annuel, sur ce rythme annuel, et d'être dans un rythme beaucoup plus fréquent d'accompagnement. Et à mon avis, c'est ce qui différencie le copilotage. Donc là-dessus, on a fait cette différenciation très tôt, et ça a été un signal qui nous a permis, je pense, d'entretenir avec nos clients une relation de proximité par rapport à leurs décisions business qui était plus forte. Okay. Et de faire en sorte qu'ils reviennent, parce que s'ils mesurent mes performances régulièrement, on avait aussi tout un outil de mesure. Finalement, on se rendait compte que les clients, c'était pas forcément eux qui lisaient le plus les tableaux de bord, c'était nous. Mais nous, en les lisant, on était proactifs et on appelait les clients. Donc, créer un système de mesure qui va permettre de solliciter le client au bon moment, c'est aussi une clé importante. Parce qu'aujourd'hui, avant, dans un cabinet classique, on faisait les TVA, mais à la limite... difficulté financière, c'était tout juste si le service qui traitait les TVA allait informer l'expert que le client est en train de couler, quoi. Non, je schématise un peu, mais ça doit résonner, hein, forcément. Ça peut arriver dans n'importe quel cabinet. Hein. Donc aujourd'hui, c'est de créer ce sens et de dire aux collaborateurs, le plus important, c'est la mesure de la performance et comment on va pouvoir guider et aider le client à prendre les meilleures décisions pour toujours améliorer sa trajectoire. Ok, mais ça, du coup, ça fait partie du package que tu vends. Ouais. C'est pas un upsell, ça fait c'est compris dedans. C'est ça fait partie. Je pense qu'il faut intégrer un premier niveau. Alors moi, ce que je recommande, c'est d'adopter une offre de service à plusieurs niveaux aussi, y compris pour l'offre de service de base, c'est-à-dire compta, fisca, déclaration, conseil courant. Je propose de structurer l'offre à plusieurs niveaux pour aider à identifier les clients qui ont un besoin d'accompagnement qui est plus fort. Et le facteur, c'est le temps que l'expert ou le conseiller va passer pour se poser et réfléchir à la stratégie de l'entreprise. Plutôt que de faire un seul entretien de bilan, on va faire plusieurs points dans l'année où on va dire, voilà, on a franchi un cap, voilà, en termes de mesure de performance. Toujours la mesure de performance qui est le fil conducteur et le levier, l'objectif qu'on se fixe pour la fois d'après. Ok. Donc ça va être de l'upsell. D'accord. Là, le niveau de fréquence qu'on va attendre dans ces rendez-vous-là, effectivement, on va monter en offre. Là, nous, ce qu'on essaie de faire chez Eurofiscalis, alors, c'est en cours, tu vois, donc j'ai pas encore la finalité pour voir si vraiment ça va marcher ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Ça m'intéresse. Bon teasing. Donc, chez nous, on vend des packages, d'accord, en fonction surtout du chiffre d'affaires, parce qu'en fonction du chiffre d'affaires, comme on est spécialisé, on sait plus ou moins le nombre de factures sur le truc, donc c'est assez packagé. Et donc on fait pas trop d'upsell, mais par contre ça nous permet dans nos packages de facturer ça bien plus cher qu'un expert comptable classique. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des paniers moyens plus élevés. Par contre on fait pas beaucoup d'upsell. D'accord. Là ce qu'on aimerait faire, là aussi c'est de faire des packages encore plus gros, d'accord, où il y a encore plus de choses dedans, qu'on va facturer encore plus cher. Et quand on individualise chaque chose, on se rend compte qu'on l'aurait vendu de façon moins chère que ce qu'on vend packagé. Et on a l'impression que quand on le vend packagé, ça donne beaucoup plus de valeur, et ce qui nous permet en fait de facturer d'un coup beaucoup plus cher. Donc nous, on est parti plutôt sur cette idée-là. D'accord. Et ce qu'on souhaite faire aussi, c'est, donc pareil, dans nos packages, on propose des sessions de coaching business. Donc on fait des sessions de coaching un peu tous les trimestres. Individuel, ouais. Où on va bosser sur la fiscalité, pour optimiser la rémunération du dirigeant, sur la protection du dirigeant. Donc on fait on appelle ça des coaching business. Et pendant ces coaching business, on va essayer de là lui vendre du coup d'autres services. Mais nous, en tout cas, le prix qu'on a pris au départ maintenant, c'est de faire un gros package de plein de choses dedans. Et le mec, quand il regarde ça, il dit oh là là, c'est incroyable tout ce qu'il y a dedans. Alors c'est hyper cher, mais il y a beaucoup de choses. Ouais. Donc, j'ai envie de te poser une question. Ouais. Parce que là, tu as expliqué, en fait, Eurofiscalis, finalement, vous êtes positionné comme sur une niche de clientèle précise, hein, donc notamment e-commerce. Donc aujourd'hui, moi j'anime dans le label Copilote des experts comptables. Donc c'est un petit peu le même schéma. Principe, ouais. On anime tous les deux en fait une communauté en quelque sorte. Est-ce que tu as créé dans ton cabinet des connexions entre tes clients ? Et comment je sais pas si ça fait partie des projets que tu as ou non, je crois qu'il y a déjà une réalité, mais peut-être tu voudrais aller plus loin là-dessus parce que ça m'intéresse aussi pour. Complètement, on a créé
une plateforme d'e-learning où on met des formations dessus parce que nous, dans notre paquet, justement, on explique à nos clients qu'on est là aussi pour les accompagner pour être des meilleurs entrepreneurs, en tout cas pour aller chercher encore plus de chiffres d'affaires, et donc il faut qu'ils se forment sur, ça peut être sur la fiscalité, sur le management, sur le RH, sur plein de domaines, et du coup on leur met à disposition des formations e-learning sur notre plateforme, et sur la plateforme du coup tu as un espace communautaire où ils peuvent aussi du coup échanger, on essaie de l'animer, on a créé un groupe WhatsApp. Ouais. Est-ce que tu as des temps d'interaction aussi qui sont en live de temps en temps, ou des événements clients présentiels, peut-être moins parce qu'ils sont un peu partout, tes clients? Ouais, tout ce qu'on fait, de toute façon, c'est en ligne. Hein. Ouais. Mais effectivement, là, on est en train de mettre en place des masterclass une fois par mois. Une espèce de webinaire où ils peuvent se connecter s'ils le souhaitent. On essaie de le faire nous, mais on aimerait faire appel à des experts aussi externes qui veulent parler à nos clients. Parce qu'il y a plein de personnes. On a plein de points communs. Donc c'est le même principe qu'un groupement, franchement, c'est le même système. Ouais. Parce qu'en fait, on réunit des personnes qui ont les mêmes points communs au même endroit, et donc ils ont envie d'interagir entre eux. Ça va être une source d'opportunité. Peut-être qu'il va y avoir des business croisés qui peuvent se construire, etc. Donc je pense qu'il y a de la richesse à travailler là-dessus. Ouais, donc c'est le même principe, franchement. Et je pense que la spécialisation, ça permet ça. En fait, de proposer autre chose que de la compta, parce que tu peux créer une communauté, parce que tu peux leur apporter plus de valeur, parce que tu peux les former, parce que tu peux... Ouais, le point de départ, c'est qu'ils ont des points communs. Donc, comme ils ont des points communs, il y a peut-être une création de valeur qui peut se faire là-dessus, à partir du moment où on arrive à introduire là-dedans un degré de confiance. C'est pareil au sein du label Copilote, et je pense que ça sera pareil chez toi. C'est pas de se regarder en se disant on est concurrent, c'est de se dire grâce au fait qu'on soit ensemble, on va aller plus loin. Chacun va pouvoir aller plus loin individuellement grâce aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui je sais que les membres qui intègrent le label, ils me le disent souvent, ça les surprend. Dès la première soirée, en fait, ils disent le lendemain matin, parce qu'on propose une offre découverte qui est basée un petit peu, c'était la veille de ton intervention, et en fait, on propose aux personnes de rencontrer les membres, à l'occasion d'un cocktail, qui est le premier point de rencontre. Et ensuite, on a une journée qui est animée, là, en l'occurrence, c'était Stéphane Reynaud et toi le lendemain. Et en fait, dès le lendemain matin, on a des témoignages de personnes qui nous disent « Ah, j'ai parlé avec des confrères, mais ça n'avait rien à voir aux réunions que je fais à l'ordre, en local ou dans tel syndicat, à droite, à gauche, parce que le degré de confiance qu'il y avait au sein de la communauté que j'ai intégrée, je l'ai ressenti très élevé tout de suite, ce qui fait que rapidement, parfois, ils vont aller jusqu'à donner leur niveau de résultat, les salaires de leurs collaborateurs, des informations qui peuvent paraître un peu confidentielles. En espace de très peu de temps, cette confiance, elle peut se trouver transférée, et je pense que ça, c'est aussi un équilibre qui va probablement être lié au fait qu'on sait que ça va rester entre nous, et qu'on va se faire confiance. Je sais pas, il y a une espèce d'alchimie qui se produit très très rapidement. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps, en fait. C'est le faire partie d'un club fermé. Tu as l'impression d'être protégé. Ouais. Et du coup, ça incite au partage. Et donc, en fait, je trouve que l'expert comptable, aujourd'hui, il devrait faire ça. Tu vois, il devrait s'inspirer d'un groupement. Il se dit, OK, moi, dans mon portefeuille, je sais pas, j'ai 50 médecins. Bien sûr. Et ben, je vais créer un groupe WhatsApp avec mes 50 médecins. Je vais leur apporter, je sais pas, un webinaire sur un sujet qui les intéresse eux. Si je sais pas le faire moi, je vais faire appel à quelqu'un qui sait le faire. Il sera très content de parler à mes médecins parce qu'il essaie de les avoir de toute façon tous les jours au téléphone. Donc là, il pourra les appeler. Il va pouvoir créer un événement qui va les intéresser, et c'est très facile à faire en fait. Ouais, je pense qu'il faut connecter aussi les clients avec les partenaires potentiels, avoir l'environnement très, très large. Comme l'expertise comptable, forcément, nous on est cotés aussi avec nos partenaires, avec les clients, les collaborateurs. Enfin, c'est un écosystème de personnes qui s'intéressent à un métier ou à un projet qu'on met en commun et qui fait en sorte que ça va créer des rencontres, des opportunités, et qu'on va être à la fois dans de la fidélisation et dans de la création de valeur. Exactement. Et créer ce mini-club au sein de ton cabinet, c'est facile à faire. Le client, il sera hyper content, ça apporte beaucoup plus de valeur. Il a l'impression de faire partie de quelque chose. Et c'est hyper différenciant par rapport à d'autres cabinets. Je trouve que, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que l'avenir des experts comptables va aller là-dessus, sur ces systèmes un peu de groupements, de clubs. En plus, ça se fait déjà en fait, tu prends des groupements sur les médecins, sur les avocats, ils font déjà leurs groupements, comme nous les experts comptables, on a nos groupements. Et donc pourquoi pas l'expert comptable proposer ça aussi à leurs clients. Alors c'est sûr, si tu le fais de façon sur tout le cabinet, ça marche pas. Parce que les médecins, il va pas avoir les mêmes sujets d'intérêt que je sais pas, une start-up. Par contre, tu peux le faire en silo. Pour un cabinet qui serait un peu moins spécialisé, on peut réfléchir autour d'axes de développement.
ça peut être le commercial, ça peut être le management, on va prendre des axes entrepreneuriaux qui seront peut-être un peu plus transversaux, et ça peut être inspirant aussi de créer des clubs en fonction des domaines d'intérêt, les domaines que les personnes veulent travailler. Exactement. Donc je pense que ça, on peut éventuellement travailler en transversal, même si on est un peu moins niché. Exactement. Donc non, ça là-dessus on est aligné, et tu vois, au Rough on essaye d'aller de plus en plus vers ça, de plus en plus sur la communauté, sur l'infopreneuriat, sur apporter de l'information en fait à nos clients, parce que c'est ce qu'ils recherchent. On comprend que de toute façon avec l'IA et avec la facture électronique et avec tout ce qui va arriver, la partie prod, de toute façon ça sera automatisé, donc ils ne vont pas nous attendre là-dessus. Encore plus l'e-commerce, parce que c'est encore plus facile d'automatiser. Donc si tu leur apportes pas de l'information, si tu leur apportes pas cette communauté, si tu leur apportes pas du savoir qu'on a déjà en fait, bah tu les perds. Et ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu aurais, parce que là on est en train de faire un podcast, est-ce que tu as réfléchi à dédier un podcast à ta niche de métier en fait? Donc on l'avait fait. Je te pose des questions, normalement c'est l'inverse. On l'avait fait il y a un an. Il y a un an, on avait monté un podcast, ça s'appelait The Board, et donc c'était sur l'entrepreneuriat, et on parlait beaucoup d'e-commerce. Et là, on était vraiment parti sur l'entrepreneuriat de façon générale, donc on avait un peu arrêté l'e-commerce. Et là, on est en train de recréer une chaîne YouTube dédiée aux vendeurs Amazon. On va analyser des boutiques, on va regarder leurs chiffres, on fait venir du coup dans le studio des vendeurs Amazon qu'on connaît. Donc, on va créer une chaîne YouTube uniquement dédiée aux vendeurs Amazon, parce qu'on pense encore une fois que notre persona est sur YouTube. Donc, effectivement, c'est hyper intéressant pour nous d'être sur YouTube, parce qu'on sait que notre persona regarde des vidéos YouTube. Mais je le ferai peut-être pas, tu vois, pour d'autres professions. On va peut-être décrypter pour ceux qui nous écoutent, ils sont pas tous peut-être initiés au marketing. Le persona, c'est quoi? Persona, c'est ton client idéal, c'est vraiment la personne que tu cibles, que tu as le type de client que tu veux avoir dans ton cabinet. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, ok, on veut qu'un seul type de client, c'est un e-commerçant. On veut pas le boulanger, on veut pas le médecin, on veut pas l'industriel, parce que c'est plus compliqué en tout cas, d'industrialiser ton cabinet si tu as beaucoup de types de clients différents, parce que chaque client a des problématiques différentes, et du coup quand tu as trop de problématiques, après tu es sous l'eau, et nous on voulait pas être sous l'eau, on voulait avoir un cabinet très rentable, et pour rentabiliser le cabinet, il faut réduire le scope de type de clients qu'on a, et en plus ça nous permet de mieux communiquer et donc, créer plus de valeur. Et créer beaucoup plus de valeur. Le concept, je trouve qu'il est incroyable. J'ai permis de te permettre de vulgariser, parce que c'est vrai que persona, c'est un terme que j'utilise aussi au quotidien avec mes équipes, mais qui est parfois un peu obscur. C'est vrai. Et la dernière fois, j'ai fait une intervention aussi sur un webinaire où donc, je parlais de persona, donc j'explique un peu ce que c'est. Mais c'est vrai que pour les gens, c'est des fois un peu... bon, ok, j'ai compris, j'ai déjà fait, tu mets le nom d'une personne, son âge, 3-4 critères, et ça, c'est un persona. Et en fait, non, un persona, ça va beaucoup plus loin. Un persona, tu peux vraiment aller dans le détail de savoir comment on s'habille. Et moi, souvent, je dis, je suis connu pour avoir mettre des hoodies, mais si je mets des hoodies, c'est pas pour rien. C'est parce que je sais qu'un e-commerçant aimait aussi des hoodies. Il serait habillé en costard-cravate, je crois en costard-cravate toute la journée. Parce que j'ai envie de ressembler à mon e-commerçant, à mon persona. Et donc, c'est là où je trouve que la force, en tout cas, de connaître son client, c'est de pouvoir bien faire passer son message, qu'il le reçoit bien et qu'il se dit, putain, lui, il me ressemble, il comprend qui je suis et il peut m'apporter de la valeur. Et c'est très, très dur à le faire en tant que généraliste. Je pense que c'est extrêmement dur à le faire. Peut-être des très, très gros cabinets, ils ont beaucoup de personnel et du coup, ils peuvent analyser chaque type segment, de... Voilà. Mais quand on a un cabinet avec 10 personnes, on ne peut pas le faire, c'est pas possible. Donc, alors, ce qu'on a fait quand même pour partager un peu là-dessus au niveau du labo copilote, c'est on a fait un labo spécialisé sur, par exemple, CHR. Essayer d'élaborer une méthode qui permette de se différencier dans l'accompagnement des CHR. Okay. Donc ça, par exemple, c'est un axe qui a été proposé. Nos labos, ils sont proposés à tous les membres. Généralement, il y a 6-8 cabinets qui s'inscrivent. Donc là, 6-8 cabinets motivés par ce secteur-là se sont dit, tiens, on va confronter un peu ce qu'on fait de mieux là-dessus. Parce que c'est des cabinets, d'une manière générale, qui étaient quand même assez à l'aise, qui avaient aussi un terrain de jeu assez important sur ce secteur d'activité. Donc ils se sont dit, on va mutualiser notre méthode, puis on produit des livrables qui peuvent être utilisés. Donc c'est une forme d'approche niche, un petit peu, entre guillemets, pour en tout cas, sur un segment de la clientèle des cabinets, pouvoir appliquer une méthodologie qui risque de différenciatrice et qui va pouvoir apporter plus de valeur. Voilà. C'est un peu un exemple d'approche qu'on peut aussi... qui est intéressant de faire pour mutualiser, parce que comme tu le décrivais, dans les plus grands cabinets, ils ont des services qui sont spécialisés par segment, mais c'est pas quelque chose que le cabinet indépendant peut se payer, donc autant essayer de le faire ensemble à plusieurs.
Mais c'est une très bonne idée, franchement, tous les groupements devraient le faire. C'est ça, c'est créer des cellules qui peuvent analyser un marché, un segment, le comprendre, voir quelle offre on peut proposer, comment se différencier. Et après, si tu peux le donner à tes membres, c'est intéressant parce que sans ça, je pense que c'est Arnaud Doyon, il disait une phrase, il disait les généralistes vont mourir, mais ça veut pas dire que les spécialistes vont rester, quoi. Non, en tout cas, il dit les généralistes, c'est sûr qu'ils vont mourir, quoi. Mais ça veut pas dire que tu es spécialisé que tu vas rester. Mais et donc je pense que oui, en tout cas, faire ce travail-là, je pense que c'est intéressant et les membres, j'espère qu'ils en prennent la valeur parce que ça va être obligatoire de toute façon. Il y a beaucoup qui sont investis dans le labo, donc c'est qu'ils doivent l'apprécier. Je te propose de faire un petit jeu. Avec plaisir. Donc, c'est pas un jeu d'échecs ? C'est pas un jeu d'échecs. Non, tu pourras le faire après, alors. Tu joues un peu ou pas ? Ouais, on va voir si on va pouvoir, parce qu'on a un jeu d'échecs dans le cabinet, donc on va pouvoir jouer. T'es combien d'élo ? J'étais 1800, mais là, j'ai perdu. Ah oui, d'accord. Ça va être dur pour moi, alors. Rassure-toi, je suis plutôt dans les 1004-1005. 1004, moi, je suis 1100. Alors, il y a beaucoup de différences. Hein. Entre 1100 et 1004, il y a beaucoup de différences. On va voir ça tout à l'heure. Donc, on va prendre chacun un paquet. Ouais. Je propose de sélectionner 3 questions. Tu pourras me les poser et moi aussi, je vais te les poser. Ok, donc on va jouer au pire ou le meilleur. Jingle. Donc, le principe, tu as sélectionné 4 questions, moi aussi, on va en piocher que 3, comme ça il y aura une partie un peu aléatoire. Ça marche. J'espère que c'est pas trop piquant, on verra bien. Je commence, je choisis. Alors, quel outil a changé ta manière de travailler ? Tu me poses la question à moi. Je te pose la question à toi. D'accord, ok. L'outil qui a changé ma manière de travailler. Je pense à des outils de mind mapping. Ok. Parce qu'en fait, ça m'a aidé à formaliser les brainstorming d'équipe. C'est-à-dire, on visualise. J'aime beaucoup dans le mind mapping, c'est qu'on peut changer les choses de place. Et donc, je trouve que ça accompagne bien une session de brainstorm. Quand on réfléchit sur un projet de manière globale, on a souvent un raisonnement qui n'est pas structuré et hiérarchique. On va poser les étapes du projet à différents niveaux et petit à petit, on va créer la structure qui est adaptée et l'organisation adaptée pour gérer ce projet. Donc moi, je suis plutôt de nature créative et je travaille ça avec ma principale collaboratrice qui s'appelle Cindy, qui est plus sur l'aspect organisationnel. Et on arrive à combiner, grâce à cet outil, à la fois la créativité et en même temps la rationalité de la préparation de la production. Ok, bon, c'est un super tips. Honnêtement, pour tous ceux qui ne connaissent pas le mind mapping ou qui ne lisent pas beaucoup, vous pouvez l'utiliser tous les jours dans tout ce que vous faites. À chaque fois, vous faites un mind map. Ça peut être un petit projet, un gros projet. Moi, je trouve ça aussi génial. J'utilise énormément. À chaque fois que je fais quelque chose que je veux raisonner, je le fais en mind mapping. Ça permet effectivement de très, très bien structurer, de rien oublier, de comprendre où on va. Je trouve ça génial. Et d'ailleurs, même dans les procédures, j'utilise beaucoup de mind mapping. On est encore en phase. Hein. Ah, franchement, le mind mapping, c'est game changer. Alors, vas-y, à toi. C'est à moi. Allez. Peux-tu nous parler du meilleur client que tu as eu et pourquoi il t'a marqué ? Meilleur client. C'est pas facile, hein ? Ouais, c'est pas facile. Franchement, j'en ai plein qui sont top. Non, j'en ai un qui m'a marqué. Ouais, j'en ai un qui m'a marqué. Alors, ça s'appelle Ping. Je sais pas si tu joues au golf ou pas ? Oui. Donc, tu l'as, Marc Ping ? J'ai joué, oui. Donc, Ping, c'est une énorme marque de golf, un peu comme Babola au tennis, quoi. Et donc, je les ai signés. Et mon père, il joue au golf. Et le jour où je lui ai dit que je travaillais pour Ping, c'était le jour où pour lui j'avais réussi, tu vois. C'était mon cabinet, il existait vraiment. Avant, c'était un peu bon, ok, il s'amuse. Et le jour où je lui ai Ping, il s'est dit, attends. Il commence à avoir des références. Donc, ouais, Ping, c'était. Je m'entends hyper bien avec le DAF. Donc, c'est le DAF Monde. C'est une énorme marque. Hein. Et je l'avais invité au Grand Prix de Monaco à côté. On avait passé un super week-end. Il m'a invité aussi chez eux. On était voir leur usine, leur musée, dans tout un truc. Donc, ça, c'était génial. Donc, ça, c'était un bon client pour moi. Ouais, c'est vrai que c'était les premiers à faire des clubs plus tolérants aussi, grâce à la forme de la face de club. Ils m'ont offert... Grosse référence. Une série ? Une série, le sac, donc non, trop bien. Bon, alors, si tu gagnes pas aux échecs, tu vas peut-être gagner au golf. T'es combien au golf ? Au golf, je suis 14.9, 14.9. Ah oui, c'est mieux. T'étais combien de handicap ? 21, moi. 21, bon, c'est pas mal déjà, ouais. Hop, alors... c'est un peu pareil. Si tu pouvais utiliser qu'un seul outil dans ton travail, lequel tu choisirais, mais bon. Où tu veux répondre. Mais j'attendais en fait à un truc comme... Alors,
à quel est le plus gros rêve professionnel que tu n'as pas encore réalisé? Bah, je dirais que je me fixe un cap de pouvoir aider et d'en faire un business en même temps. Faut pas, voilà, c'est pas un cap idéaliste. De toute façon, un entrepreneur, il veut gagner de l'argent. Il y a pas de... Et le plus d'experts comptables possible dans leur positionnement, parce que je pense que j'ai réussi à positionner mon cabinet de manière durable et rentable. Et je pense pouvoir, grâce aux mouvements que j'ai créés et qui sont en cours, c'est ce qu'ils me disent, leur retour à aujourd'hui, les aider à faire mieux que s'ils étaient seuls. Pas uniquement grâce à moi, mais en tout cas avec le concours de tous les membres, bien évidemment. Aujourd'hui, ça serait de pouvoir faire décoller ce projet-là à une étape encore supérieure. D'ailleurs, je me suis fixé, c'est ça mon rêve, c'est vraiment d'impacter le secteur d'activité de la meilleure façon possible et de la manière la plus efficace possible pour des gens qui sont motivés, qui veulent vraiment être dans le game, qui ont une approche entrepreneur. Voilà, si je peux les aider et jouer le rôle de ce qu'on appelle en chimie le catalyseur, finalement le petit plus qui fait que la réaction chimique va se produire ou pas, j'essaye d'être ce catalyseur pour les aider à ce que ça fasse décoller leur business. Et ça, c'est mon rêve. Et je me suis fixé pas forcément de limite. On me demande souvent, mais le groupement, il va s'agrandir jusqu'à quand ? La limite, je me suis fixé, c'est quand la valeur que chacun des membres va pouvoir percevoir du fait de l'élargissement du groupe, si elle ne trouve plus à s'agrandir elle-même, c'est que ça sera la limite du fonctionnement. Tant en se développant, on crée plus d'opportunités, je joue le jeu de ce développement. Et je suis très curieux de voir si ça va s'arrêter ou pas. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que la croissance soit pas infinie. Magnifique. Franchement, c'est un beau rêve. Franchement, je comprends tout à fait. Ok, alors c'est ton tour. Quel projet te rend le plus fier aujourd'hui ? Non, je pense que comme Eurofiscalis, franchement, Eurofiscalis, c'est le projet d'une vie. J'y consacre 90% de mon temps. Je pense que Eurofiscalis, je trouve que ça a changé complètement ma vie, professionnelle, personnelle, spirituelle. Ça a complètement changé. Je gagne confiance en moi. Je fais des choses aujourd'hui que j'aurais jamais imaginé. C'est génial. Donc Eurofiscalis. J'ai fait plein de projets, mais je pense que celui-ci... c'est celui qui reste. Il est en haut de la liste. Alors... si tu devais quitter ton domaine, où irais-tu ? Donc si tu devais quitter expertise comptable, tu ferais quoi ? Alors, mes proches diraient que j'irais vers l'art et les antiquités, parce que je suis un chineur quasi professionnel. J'adore l'art et tout ce domaine-là. Mais plus globalement, ça serait quand même dans une posture entrepreneuriale. Donc, probablement, j'avais eu le projet à un moment donné. Bon, j'ai pas pu le faire parce que c'était pas conciliable aussi avec... il faut savoir faire des choix aussi quand on a des projets. Il faut être focus sur un, plutôt que de se disperser. Mais j'aurais bien attaqué le business model type eBay, Le Bon Coin, les commissaires-priseurs, etc. Parce que c'est un domaine que je connais très bien. Je côtoie en tant que chineur. Et je pense qu'il y a moyen de faire vivre des communautés autour de l'art et de travailler sur ce levier-là. Donc, s'il y en a qui m'écoutent, qui sont tentés par ce projet-là, peut-être qu'on pourra le faire en parallèle parce que je pourrais pas m'y investir à 100%, mais j'ai pas mal d'idées et j'avais même un projet d'entreprise là-dessus. Ok, franchement, je savais pas du tout, donc intéressant. Vas-y, alors, combien gagnes-tu par mois, net d'impôts ? Jonathan, il adore poser cette question, je déteste répondre à cette question. Non, je peux y répondre net d'impôts. Sans les dividendes. Sans les dividendes. Alors, sans les dividendes, c'est facile, c'est pas grand-chose. Parce que, c'est plus facile de répondre. Alors, je suis toujours très gêné par cette question parce que j'ai toujours peur que les collaborateurs regardent. Je sais pas si t'es très transparent ça avec tes collabs là-dessus ou non ? Moi, ça me gêne pas. Toi, ça te gêne pas, ouais. Je suis à 6 000, moi. T'es à 6 000 par mois net ? C'est un peu plus du double, voilà. D'accord. Voilà. Ok, super. Net, Voilà. Donc, on essaye de structurer une rémunération aussi qui est par projet et par palier. On n'a pas un train de vie qui est fou, donc on est assez raisonnable sur le quotidien. Maintenant,
Après, généralement, dividendes, alors, quand même. avec les dividendes, ça donne autre chose. Alors moi, c'est avec les dividendes. Okay. Moi, c'est tout compris. Non, là, je te parlais de ce qu'on avait au mois. Ouais. Non, au mois, j'ai vraiment pas grand-chose. Je mets vraiment au minimum, je prends tout en dividendes. Et là, j'ai changé mon système. Maintenant, je fais la SASU-ALIR. Ouais. Donc bon, on verra s'il y a une vraie différence ou pas. Je viens de le changer cette année-là. D'accord. Donc, voilà. Mais pendant 7 ans, c'était, je me mettais au minimum sur le salaire et je prenais tout en dividendes. J'avais l'impression que c'était le meilleur système. Donc bon, là on m'a expliqué le système de la SASU-ALIR, on verra si c'est mieux ou pas. Tu as déjà testé le SASU-ALIR ou non, j'ai pas testé, non. Là, t'es en SARL ou on est en SARL et SAS en fonction des sociétés, mais on fonctionne avec des holdings qui sont entre les personnes physiques forcément et les sociétés du groupe. Et en fait, on fait des remontées de dividendes, mais ce qui permet à chaque associé d'employer les fonds comme il le souhaite. Parce que quand on est aussi pluri-associé, l'avantage c'est les holdings, c'est un bon moyen de laisser chacun faire ce qu'il veut et d'avoir sa propre fiscalité perso. Son truc, son machin, d'optimiser chacun à son niveau. Parce qu'en fait, souvent aussi, quand on s'associe, on a des personnes qui sont à un stade de la vie professionnelle qui n'est pas le même. Et donc, il est logique que, soit en fonction des besoins perso, soit en fonction de l'étape de la vie, tout simplement, on n'ait pas les mêmes besoins, les mêmes attentes et on ne finance pas les mêmes projets. Bah moi j'ai ça sur Eurofiscalis, sur la partie le cabinet fiscal, donc je suis tout seul, donc ça oui, je peux faire ce que je veux, c'est très pratique. Et sur le cabinet expertise comptable, donc je suis associé avec un de mes meilleurs potes, c'est Denis Salomon. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même âge, donc tu as raison, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies, donc du coup ce système de holding c'est pratique, voilà, chacun remonte et chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Parce que sinon c'est ce que je comprends. C'est aussi ce qui nous a permis d'ailleurs de mener le lancement du label Copilote et de pouvoir gérer ce lancement en autonomie financière. Voilà. J'ai jamais fait appel à un emprunt ou à quoi que ce soit pour cette activité-là, mais aussi parce que les revenus de l'activité du cabinet, au lieu de les orienter vers moi pour en profiter au niveau de vie privée, je les ai investis dans le label et dans la durée, ça m'a permis de créer de la valeur et de capitaliser. Ouais, moi j'ai fait pareil aussi. Ça, c'est une bonne question. Souvent, on la pose. Quasiment tout ce que j'ai gagné, j'ai toujours tout réinvesti. Sur du marketing, sur des partenariats, sur des séminaires, sur. Alors maintenant, moi, honnêtement, mais bon, ça fait quasiment 8 ans, donc maintenant, c'est normal que. Et même profiter après, un peu. Et même, c'est parce qu'aussi, avant, j'étais très jeune, donc j'avais pas besoin de grand chose. Et bon, après, quand tu grandis, bon, tes besoins évoluent, t'as une famille. Bon, tu vois, mon pote, il a ses enfants, il faut payer l'école, les trucs, le machin. Donc, ce qui est normal, après, t'as besoin de sous pour. Bon, après, je sais que dans les cabinets, c'est assez souvent tabou. Ces sujets de rémunération. Personnellement, moi, j'ai pas de souci avec la transparence et je sais que j'ai certains de mes membres qui sont assez alignés d'ailleurs sur cette transparence. Après, voilà, c'est des choix de culture d'entreprise qui peuvent être différents. Moi, ça me gêne pas. J'ai certains de mes associés qui sont un peu plus dérangés, donc on s'adapte. Parce qu'en fait, évidemment, on peut pas communiquer sa rémunération si tout le monde n'est pas d'accord. Non, complètement, ouais. Nous, franchement, chez Eurofiscalis, on est très transparent parce que, par exemple, on donne les bilans et tout ça, tu vois, au collab, ils peuvent voir. Mais après, moi, j'ai pas mal de boîtes à l'étranger et tout, donc ça me permet d'être un peu plus opaque sur certains aspects. Vraiment, tu vois. Mais sinon, non, t'as raison, il faut être transparent. Ça permet aussi d'embarquer les équipes, ou même les membres que tu côtoies, ça donne aussi des points de comparaison. Tu vois, moi, j'ai cassé beaucoup de barrières limitantes avec Jonathan Kalfa, je suis dans le bisou. Quand tu connais sa REM, après tu dis bon, allez, j'ai encore de la marge. Donc ça, c'est pas mal. Tu vois, j'ai rencontré Jonathan. Moi, je pensais que j'étais un peu au taquet. Ouais, tu vois, dans ma tête, je me disais, franchement, en fait, vraiment, je suis en toute transparence, ce truc. C'est vraiment, je suis arrivé où j'ai dépassé les revenus de mes parents. Et pour moi, c'était un événement de fou, tu vois. Jamais je pensais, tu vois, quand t'es petit, c'est ta référence, quoi. Et donc, comme j'ai dépassé, pour moi, c'était bon, j'ai gagné le game, quoi. Voilà, et après, quand tu rencontres un Jonathan, tu dis, bon, allez, je débute. C'est débutant, quoi. Je pense que nous, on a mis en place au sein du label un benchmark des rémunérations d'associés. Ça, c'était l'année dernière. Et pour essayer d'identifier aussi les conditions qui font, qu'est-ce qui se passe en fait dans tel cabinet ? Pourquoi il a un modèle plus rentable ? Pourquoi est-ce qu'il arrive à se dégager une rémunération ? Et on a généré, après des échanges, parce qu'on était quand même sur un sujet relativement tabou,
parce qu'il y avait forcément ceux qui étaient un petit peu les moins 10 ans, les plus forts, et il y avait un gap par 10 entre la rémunération la plus basse et la rémunération la plus élevée. Et ça a permis aussi d'échanger et de comprendre comment chacun s'était organisé et de décrypter les clés de justement cette création de valeur, qui est un petit peu la clé après pour pouvoir réajuster à la hausse. Complètement, ouais. Donc, ouais. Ok. C'était quoi ta dernière question? Parce que moi, du coup, c'était le goût. Alors, j'en ai encore une, moi. Si tu avais 100 millions d'euros, que ferais-tu? Ah ouais. 100 millions d'euros. Tu t'es déjà posé cette question? Je te laisse peut-être répondre si tu as déjà une idée. Je pense que... Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si on faisait une levée de fonds, en fait. On obtient une somme d'argent d'un coup et on l'investit. Comment moi, je suis assez à l'aise sur mon modèle de développement actuel, sans forcément lever de fonds. Ce que je veux surtout, dans ma vie professionnelle, c'est aller là où j'ai envie d'aller. Et j'aurais peur que la levée de fonds, à un moment donné, ça puisse faire rentrer des personnes qui pourraient me dire là où il faut aller, ou la façon dont il faut y aller. Et ça, je crois que je suis pas prêt. Si j'ai aussi décidé de m'investir en tant qu'entrepreneur, c'est pour avoir l'ensemble des leviers de l'entreprise sous la main. Et finalement, je pense que ça impacterait pas forcément mon projet professionnel en tant que tel. Enfin, ça dépend qui m'apporte les 100 millions. Si c'est moi qui les ai en perso, oui, je les utiliserai, je pense, pour doper mon projet professionnel en investissement, prendre plus de risques. Mais si c'était une contrepartie d'une perte de pouvoir, je serais peut-être sans doute moins attiré. Ouais. Et donc, si tu as ces 100 millions sur ton compte perso, du coup, tu continueras à travailler, à développer tes business? Oui, parce que ça fait partie de mon quotidien, de ma passion. J'ai une passion qui me semble assez équilibrée. Puis j'ai parlé un petit peu de la Chine à côté, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut plusieurs piliers pour construire une vie, à mon avis, relativement équilibrée. Il y a le pilier pro, il y a le pilier perso, et en l'occurrence, dans le pilier perso, il y a la famille, et puis il y a la partie, on va dire, loisir. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je voudrais essayer de garder équilibré. Et je pense pas qu'il faille que l'argent, ça vienne modifier fondamentalement ces équilibres. Comment tu as fait pour... parce que moi, pour être tout à fait honnête, quand j'ai lancé mon Eurofiscalis, comme j'ai dit, ça a pris 90% de mon temps. Donc j'ai pas du tout une vie équilibrée entre le pro et le perso. Je pense que même encore aujourd'hui, tu vois, après quasiment 8 ans, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Ma femme me le dit souvent, et ce que je comprends d'ailleurs. Donc j'essaie de rééquilibrer, passer moins de temps au bureau, plus de temps à la maison, m'investir plus. Quand j'ai des projets, me dire ok, je peux aussi avoir des projets perso pour la famille et pas que des projets pro. Est-ce que tu as déjà eu ce problème de déséquilibre? Oui, en fait, alors mon épouse étant expert comptable, elle était associée du cabinet. Aussi, donc en fait, elle comprenait l'investissement. C'était aussi un équilibre de vie par rapport aux enfants, où on avait décidé qu'elle allait être un peu plus attentive sur le côté privé pour aider les enfants à grandir, les éduquer, etc. Même si j'étais quand même, je pense, présent dans les principaux moments, peut-être qu'ils m'ont moins vu à une étape de la vie. Je pense que aussi, ça dépend le regard qu'on porte là-dessus. Si soi-même, on est conscient qu'on a une valeur travail et que l'investissement qu'on mène, ça peut aussi être un cap pour eux, parce que ça peut être aussi de leur montrer que s'investir et de se faire plaisir dans son travail, ça peut être important, et que ça fait partie d'un des piliers de la vie de papa, finalement, ils le comprennent, et peut-être que ça peut être constructeur aussi pour eux, pour adopter ce modèle, ou pas d'ailleurs, mais je pense que c'est le cas aujourd'hui. La volonté d'entreprendre, elle est présente chez mes enfants, donc je le ressens, et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on leur a apporté. En voyant l'intérêt qu'on portait à notre travail, ils ont compris qu'il pouvait y avoir une motivation qui était attachée à ça, donc on transmet d'une certaine façon, et je pense pas ça serait à eux qu'il faudrait le demander, mais je pense pas qu'ils en aient vraiment souffert. Évidemment, j'étais moins présent parce que c'est vrai que j'ai fait des semaines de 80 heures, plus que des semaines de 35 heures. On en rigolait un petit peu quand mon épouse était à 35 heures, parce que on disait, tu fais un mi-temps, c'est sympa, avec tes 35 heures. Bon, aujourd'hui, c'est un peu différent. On peut peut-être un peu moins se permettre de faire ce genre de blague, mais dans ma génération, on n'a pas eu, d'une manière générale, peur de travailler quand on est entrepreneur, et ça l'est encore aujourd'hui. Tu
tu le disais aussi, je sais pas quel est ton quotidien, mais je pense que tu as eu aussi des quotidiens de semaines importantes. Ouais, je comptais pas mes heures. Ouais. C'est une passion, t'as raison. Ouais, voilà. Quand c'est une passion, tu peux y passer 80 heures dans la semaine et t'en redemandes. Tu vois, t'es content de... Mais par contre, t'as raison, je pense que mon père aussi s'était énormément investi dans son travail. Je pense que t'as raison, ça probablement d'ailleurs, ça me l'a transmis, ça m'a donné envie aussi de le faire et je trouvais ça peut-être même normal de le faire. Donc t'as raison. C'est marrant parce que le mien, en l'occurrence, qui est décédé maintenant, il a aussi eu ce projet il était responsable de la centrale d'achat d'un groupe qui s'appelait Léviton, qui a disparu, qui était une centrale d'achat de meubles. Et en fait, je pense que finalement, je me suis un peu aussi inspiré de son parcours. Il travaillait beaucoup, c'est vrai qu'il était pas mal dans les salons un petit peu internationaux pour aller acheter des collections. Et je pense que cette logique de réseau qu'il avait construit, ça m'a inspiré. Et la façon de le faire à mon échelle, dans mon métier, ça a été une façon aussi de montrer que j'avais retenu quelque chose. Complètement. Bon, merci beaucoup pour l'échange, c'était génial, franchement, j'ai adoré l'échange. Merci Kevin, c'était top, également. On a aimé. Franchement, c'était trop bien, bravo. Maintenant, place aux échecs. On va pouvoir faire une petite partie. Si ça vous a plu, franchement, mettez-nous un petit like, franchement, ça nous ferait plaisir. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Merci encore, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. À bientôt.